Bonjour Marc Péchanski, Bonjour. merci de nous d'accorder à Lutte ouvrière cet entretien. Donc Marc Péchanski, tu es chercheur scientifique à l'INSERM et nous sommes là pour parler de la pandémie de grippe dite espagnole de 1918-1919. C'est une pandémie à laquelle il est souvent fait référence ces temps-ci avec l'épidémie de coronavirus dans laquelle nous sommes. Alors peut-être une première question, qu'est-ce qu'on sait aujourd'hui sur les origines de la grippe espagnole? Alors, ce qu'on sait aujourd'hui, c'est en même temps beaucoup de choses et en même temps plus des hypothèses, mais enfin des hypothèses assez solides. La grippe espagnole, d'abord c'est une forme de grippe. Et les grippes, ce sont épidémies qui naissent à partir du transfert d'un virus, le virus de la grippe, qui est un virus porté par des animaux, qui passe à l'homme. C'est un virus à ARN, comme le coronavirus qu'on a aujourd'hui. Et ce virus, bah, en gros, en général, l'origine, c'est plutôt en Chine. Et puis ensuite, ça se dévoile un petit peu partout dans le monde. Et ça existe depuis très très longtemps, ces épidémies saisonnières de la grippe. La grippe espagnole a la particularité d'avoir été une pandémie extraordinairement sévère, avec une mortalité considérable, puisque sur une population qu'on estimait à l'époque à 1,8 milliard de personnes sur la Terre, on compte aujourd'hui, à la louche évidemment, que près de 500 millions de personnes ont été affectées. Et on dit que, alors là, c'est des chiffres difficiles à manier, mais on dit qu'il y a eu entre 50 et 100 millions de morts. Donc voilà, c'est une grippe, mais une grippe particulière. Alors à l'époque, peut-être une première question sur le virus même. Qu'est-ce qu'on sait en 1918 des virus? Est-ce qu'on sait que les virus On ne existent? sait rien. Est-ce qu'on connaît Non, le on ne sait virus de la rien. grippe? On ne sait rien et en fait, la grippe espagnole a été un des révélateurs des virus dans la mesure où on parlait de microbes encore à l'époque. Bon, on était après Pasteur, on savait que ça existait, mais on n'avait pas les moyens de faire la différence entre des virus et des bactéries. On ne les voyait pas, de toute façon, les virus. Et tout ça, ça a été vraiment dans les suites de la grippe espagnole que les scientifiques se sont un peu écharpés pour décider si c'était une bactérie particulière ou un virus. Et finalement, bon, ça a été identifié comme un virus. Alors un virus, qu'est-ce que c'est? Un virus, en fait, c'est un parasite complet. C'est-à-dire que contrairement à une bactérie, qui est finalement une espèce qui a sa propre existence, une bactérie, ça peut donner 2 bactéries, puis 4 bactéries, enfin, ça pousse en fonction du milieu dans lequel elle est. Un virus, ça ne peut pas. Un virus, ça n'existe que lorsque ça infecte une cellule hôte, un hôte, ça peut être une bactérie, ça peut être un homme, donc des cellules, et qui utilisent ces cellules pour se construire. Donc il faut qu'il y ait une infection, le virus passe son programme génétique à l'intérieur de la cellule, et à ce moment-là, la cellule prend le programme génétique et le fait fonctionner, sauf que au lieu de fonctionner pour elle, ça fait une espèce d'usine à production de virus, et puis à un moment donné, ça explose, et puis le virus se répand et va infecter d'autres cellules, etc. Et ça infecte l'ensemble de l'organisme. Alors que c'est un organisme comme l'homme. Donc le virus est par définition un parasite complet qui ne peut pas exister autrement qu'au travers de l'infection d'une cellule, ce qui explique ce qu'on dit aujourd'hui du coronavirus, c'est-à-dire que il est dans les gouttelettes, il se dépose, et puis au bout de quelques heures ou quelques jours, ça dépend des quantités déposées, il n'y a plus du tout de virus sur une surface neutre, une surface comme du carton ou quelque chose. Le virus disparaît. Et il disparaît parce qu'il n'a aucun moyen d'exister s'il ne trouve pas un hôte, une cellule hôte pour lui servir d'usine. Hmm, d'accord. Et alors comment le virus peut tuer en Alors, le, quelques le mots? virus peut tuer de tas de manières, mais ce que je viens de décrire dans la façon dont il
dont il rentre dans des cellules et utilise les cellules comme moyen de production de virus, explique que ces cellules ne peuvent plus fonctionner. Et comme elles ne peuvent plus fonctionner, eh bien, progressivement, il y a tout un tas de fonctions qui peuvent disparaître. Donc ça, c'est la première façon pour un virus de tuer, c'est finalement d'empêcher le fonctionnement normal d'un organisme au travers de ça. Il y en a d'autres, et il y en a d'autres qui sont à l'œuvre aujourd'hui avec le coronavirus, hein, on le sait, c'est qu'un virus, lorsque il va se révéler dans un organisme, comme un organisme humain, l'organisme va réagir, il va répondre. Et il va répondre en envoyant un peu ses soldats au front, et les soldats d'un organisme comme le nôtre, c'est le système immunitaire, le système inflammatoire, c'est-à-dire que c'est des cellules qui sont spécialisées pour éliminer tout ce qui peut être un danger. Le problème, c'est que c'est comme tous les soldats, lorsque ça débarque avec les armes et tout quelque part, ça fait des dégâts. Et dans le cas du coronavirus, et c'était le cas aussi pour la grippe espagnole, eh bien, on se retrouve avec des décharges de protéines qui normalement devraient être des protéines protectrices, qui sont libérées par ces systèmes de défense, mais qui sont en tellement grande quantité que ça provoque ce qu'on appelle un orage, cytochimique. Et ça peut être extraordinairement dangereux parce que ça crée des très très grosses inflammations, et là les organes s'arrêtent de fonctionner. C'est ce qui arrive aujourd'hui dans le poumon des malades au coronavirus. Alors, qui est atteint, qui est tué? Il paraît que c'était beaucoup les gens de 20 à 40 ans. Est-ce qu'on sait pourquoi? Est-ce qu'on sait par exemple, Alors, j'ai lu que les non. plus âgés avaient été immunisés par une précédente épidémie de grippe à la fin du 19e siècle. Enfin, est-ce qu'on a des informations là-dessus? Oui, on a des informations qui sont tout à fait spécifiques de la grippe espagnole. C'est-à-dire que ce qui se passe avec la grippe saisonnière, on le connaît bien. Qui est touché dans la grippe saisonnière? Bon, un petit peu tout le monde, évidemment, mais qui en souffre le plus? Les enfants et les personnes âgées. Hein, c'est les enfants qui restent à la maison avec des grosses fièvres, et puis les personnes âgées qui en meurent. Alors évidemment, il y a d'autres gens, hein, on peut avoir une grippe quand on a 35 ou 40 ans, mais c'est considéré comme une épidémie en V. Avec la grippe espagnole, on a eu un phénomène tout à fait particulier, c'est qu'on a eu une épidémie en W. C'est-à-dire que tout d'un coup, on a vu apparaître d'abord des cas très importants en nombre, et d'autre part mortels, pour des gens qui avaient entre 20 et 40 ans. Bon. Et cette épidémie en W, les épidémiologistes l'attribuent à beaucoup de choses, mais en particulier à deux phénomènes. Il faut se souvenir qu'on est en 1918. 1918, c'est la guerre, donc c'est la famine, c'est la misère, c'est des concentrations de soldats, de population et tout. C'est la tuberculose aussi. Hein, et tout ça, c'est chez des jeunes adultes, presque par définition. Et on sait maintenant, parce que c'est des données, on sait que la mortalité très particulière de cette grippe espagnole s'est en particulier concentrée sur ces populations à risque, les soldats, les personnes très pauvres, les tuberculeux. Il y a même des épidémiologistes qui attribuent à la grippe espagnole d'une certaine façon la fin de l'épidémie de tuberculose. C'est-à-dire que comme la grippe espagnole a tué un très 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 grand nombre de tuberculeux, finalement, il n'y en avait plus après. L'épidémie a cessé, ou en tout cas a régressé. Bon. C'est très clair que la grippe espagnole n'aurait pas pu exister de la manière dont elle a existé si ça n'avait pas été à un moment dans l'histoire où d'abord il y avait des masses de population qui étaient regroupées du fait de la guerre dans des conditions de promiscuité et de misère absolument épouvantables, et où d'autre part il y avait à la suite de l'industrie du 19e siècle des populations très très pauvres, ouvrières, concentrées dans des usines, dans des quartiers insalubres, etc. Parce que les chiffres sont absolument écrasants. C'est-à-dire que quand on regarde, il y a des Américains, des épidémiologistes américains qui se sont intéressés à faire le rapport
entre le nombre de mètres carrés qu'occupaient les gens à New York et la mortalité liée à la grippe espagnole. Ben, en gros, moins il y avait de mètres carrés par personne, plus ils mouraient. C'est aussi simple que ça. Et à Paris, il y a eu une étude un peu comparable. Euh, il y a eu quelque chose qui était surprenant pour les épidémiologistes. Il y avait beaucoup de morts dans les quartiers riches, dans le 16e arrondissement, etc. Sauf que quand ils ont regardé à quoi correspondaient ces décès, ben en fait, c'était les servantes. C'était les femmes de ménage, c'était les bonnes, qui mouraient, mais en masse, au point que un quart des femmes qui sont mortes à Paris de la grippe espagnole étaient des servantes. Alors, c'est aussi une épidémie, alors d'une part, qui a frappé très durement certains pays. J'ai lu par exemple que l'Inde avait des taux de mortalité extrêmement élevés, en particulier dans les couches les plus pauvres de la population. Est-ce que tu peux nous dire quelques mots un peu de la géographie de cette pandémie, quoi? Qui elle a La tué? géographie, oui, absolument. La géographie de la pandémie, bah, c'était une vraie pandémie. C'est-à-dire que clairement, ça s'est étendu sur l'ensemble de la planète pendant cette période-là. Et ensuite, la cartographie, bah, c'est un petit peu la cartographie de la misère. C'est-à-dire qu'on se retrouve avec des pourcentages qui sont moins importants dans les pays riches, euh, même s'il y a toujours beaucoup de morts. Hein. Je crois qu'en France, on a compté 400 ou 500 000, donc c'est voilà, quand même beaucoup. Hein. Mais dès qu'on atteignait des zones qui étaient soit complètement détruites par la guerre, soit par la misère, là, les gens tombaient absolument comme des mouches et absolument sans aucune possibilité d'aide médicale. Parce que, comme pour le coronavirus, en fait, je ne dirais pas qu'on savait comment sauver les gens, parce que ce n'est pas vrai, c'est pas vrai non plus avec le coronavirus, mais en tout cas, on savait comment s'en occuper pour essayer de limiter les dégâts. Et le fait d'être dans un milieu médicalisé dans lequel on utilisait déjà des traitements anti-inflammatoires, même si on ne les appelait pas comme ça à l'époque, dans lesquels on allait hydrater correctement les gens, où on pouvait même leur mettre un soutien, des ventilateurs, enfin, des choses comme ça, permettait de passer les mauvais caps qui, encore une fois, comme dans la pandémie de coronavirus aujourd'hui, est un cap secondaire. Il y a la grippe, et puis ensuite, il y a des surinfections, des problèmes pulmonaires, et tout, et on meurt de ça. Bon. Évidemment, dans les zones où ça n'existait pas, bah, il n'y avait pas de possibilité de protection. Hein, et c'est vrai qu'il y a des villages entiers qui ont été rasés de la carte. Il y a des zones en Inde en particulier où au début on ne savait pas ce qui s'était passé. Et puis quand les épidémiologistes ont commencé à regarder un petit peu, bah oui, c'était une catastrophe sanitaire, un peu comme celle qu'on annonce aujourd'hui en Équateur, au Brésil ou dans certains pays d'Afrique, dans lesquels bon, on ne saura jamais combien il y a eu de morts, mais on sait que c'est dévastateur. Alors, à l'époque, est-ce qu'il y a des mesures de protection? Les masques, par exemple, est-ce qu'on utilise les masques? Enfin, qu'est-ce qu'on fait pour se protéger? Alors, qu'est-ce qu'on fait? On fait ce que on fait lorsque c'est organisé, lorsqu'il y a encore des administrations qui fonctionnent et tout. On fait ce qu'on a toujours fait contre les épidémies, ce qu'on a toujours fait, en tout cas depuis des siècles, contre les épidémies. On boucle les zones et on fait des quarantaines. Aujourd'hui, on appelle ça un confinement, hein, mais ça existe depuis très 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 longtemps. Hein. Tous les grands ports savaient que lorsqu'une épidémie démarrait chez eux, il fallait fermer les murs et puis voilà, les portes étaient fermées. On limitait en tout cas le passage de l'épidémie à l'extérieur. On sait ça depuis la peste noire, hein, depuis le XIVe siècle. Bon, donc en gros, c'est ce que les gens ont essayé de faire lorsque les administrations fonctionnaient encore. Mais évidemment, ce n'était pas le cas partout, loin de là. Et il y a des tas de régions. Alors, la ville dans laquelle ça a été le plus étudié, parce qu'il y a des gens qui ont écrit à ce moment-là, c'est Odessa. Odessa, qui était une grande ville portuaire où on connaissait parfaitement ce qu'était la quarantaine. Ça faisait, bon, il y avait eu d'autres épidémies dans la ville, sauf que Odessa, c'était après 3 ans de guerre mondiale, donc l'administration tsariste avait déjà explosé. En plus, il y avait eu la révolution.
mais la révolution n'avait pas encore pris le contrôle véritablement de la ville. Et en plus, avec le traité de Brest-Litovsk, les Allemands et les Autrichiens étaient rentrés, donc il y avait une occupation à ce moment-là. Bref, il n'y avait plus aucune administration sur place. Et Odessa, au lieu de se mettre en quarantaine, bah, s'est laissée complètement ouverte à l'épidémie, avec en plus des personnages tout à fait farfelus qui s'appelait Yakov Bardak, une espèce de Didier Raoult de l'époque, hein, qui prétendait que en fait il fallait sortir dans la rue, se mettre au grand air, que c'était comme ça qu'on allait soigner la grippe espagnole. Bon, bah, faut imaginer les dégâts, évidemment. Hein. En plus, il faisait des grandes conférences. À l'époque, il n'y avait pas les médias sociaux et BFM TV, donc il faisait des très grandes conférences. Il y avait des centaines de personnes qui venaient l'écouter. Hein. Bon, bah, bravo. Ça tombait comme des douches. Et ça n'a pas été contrebalancé par la quarantaine. Bon, il y a eu des grandes manifestations religieuses et tout. Bon, bref, tout ça pour dire que, bah, ouais, on savait, dans certains coins en tout cas, pour certaines administrations, avec une certaine culture, comment on s'opposait à une épidémie, mais il fallait encore qu'on soit dans un cadre où effectivement ça puisse fonctionner. Et dans la plupart des cas, dans la plupart des pays, en réalité, ça ne fonctionnait pas. Hmm. Alors, c'est une pandémie qui a été cachée par les puissances impérialistes qui s'affrontaient dans la Ouais. Grande Guerre à l'époque, d'où, je crois, le nom de grippe espagnole, parce que la presse de ce pays neutre a été la seule à en parler. Absolument. Oui, alors, c'est bon, ça c'est une bizarrerie, mais ça révèle quand même à quel point, quelque part, ils étaient prêts à étouffer la réalité pour cacher leur incurie. Alors, on appelle ça la grippe espagnole parce qu'effectivement, l'Espagne était pays neutre, donc la presse était un petit peu plus libre, un petit peu, c'était pas une grande démocratie non plus. Et il se trouve que le roi Alphonse XIII a été touché. Bon, donc évidemment, la presse s'est fait l'écho du fait que le roi était malade, bon, et tout. Et en gros, c'est à peu près la seule information qu'avaient les Français, les Allemands, les Anglais, même les Américains en grande partie, hein, qui eux étaient engagés dans la guerre. Et c'était la fin de la guerre de 14, mais c'était encore des combats extrêmement violents. Hein, entre août et novembre 18, ça y allait pas de main morte. Et du coup, la presse qui était muselée dans ces pays-là par la censure avait absolument pas le droit de démoraliser qui que ce soit à l'arrière. Donc, il fallait surtout pas dire qu'en plus, on en prenait plein la gueule avec la grippe espagnole. Donc, bah oui, c'est resté, mais la réalité était évidemment masquée. Hmm. Est-ce qu'on sait ce qui a mis fin à l'épidémie? Est-ce que c'est l'immunité collective dont on parle beaucoup en ce moment ou autre chose? Enfin, est-ce qu'on sait? Alors, bon, on ne sait pas, mais il est assez clair que la grippe saisonnière fonctionne effectivement avec ce schéma d'immunité collective. C'est-à-dire que quand on imagine que il y avait donc 500 millions de personnes infectées sur la planète, hein, puisque c'est le chiffre sur lequel on s'arrête. 500 millions sur 1,8 milliard, bah, oui, ça fait beaucoup de monde. Et puis, ça fait d'autant plus de monde dans les concentrations de population. Parce que c'est là qu'on avait le plus grand nombre de cas. Donc, l'immunité collective va donner une espèce de frontière au développement de la grippe, parce que le virus de la grippe va rencontrer de plus en plus des gens qui lui résistent, et à partir de là, bon, bah, il ne trouve plus de quoi manger, quoi. Il s'éteint. Après, le virus de la grippe, contrairement au coronavirus, hein, en tout cas d'après ce qu'on sait aujourd'hui, le virus de la grippe est un virus très instable. C'est-à-dire que son programme génétique, son programme ARN, lorsque le virus est produit par les cellules, quand il se réplique, cet ARN peut se déformer très très vite. Et c'est ce qui fait que, par exemple, les vaccins contre la grippe qu'on utilise maintenant, et qui d'ailleurs sont nés de la grippe espagnole. Hein. C'est cette grippe espagnole qui a fait tellement peur qu'après, on a énormément cherché pour obtenir des moyens d'y répondre. Alors, c'est arrivé beaucoup plus tard, c'est arrivé après la grippe de Hong Kong, mais ça a été lancé à ce moment-là, l'idée qu'il fallait absolument protéger la population
contre ce genre de virus, eh bien, cette vaccination qu'on fait tous les ans, en fait, on l'a fait tous les ans contre un virus qui est un petit peu différent du virus précédent, parce que ça a, comme on dit, muté. Bon. Il se trouve que la grippe espagnole, vraisemblablement, n'était pas née de ça. La grippe espagnole était plus vraisemblablement née de la fusion de programmes génétiques, une espèce de mariage entre des virus différents qui lui a donné cette virulence particulière parce que, du coup, il n'y avait pas d'immunité collective du tout, même partielle. Ça a flambé, un peu comme le coronavirus flambe aujourd'hui. Alors que lorsque le virus se déforme un peu, et on le sait très bien parce que les médecins nous le disent, d'une année sur l'autre, le virus de la grippe, ouais, il est un peu différent, mais si vous avez été vacciné l'année dernière, c'est quand même pas trop mal, quoi. Donc, vaut mieux se vacciner chaque fois, mais bon. Et vraisemblablement, le virus de la grippe espagnole a disparu au travers de ça. Et quand je dis disparu, c'est vraiment disparu parce qu'on ne l'a pas retrouvé. On a eu du mal à savoir comment il était. Encore deux petites questions. D'abord, comment aujourd'hui on peut continuer à apprendre des choses sur cette pandémie? Comment nos connaissances continuent-elles de se développer un siècle après? Alors, un siècle après, évidemment, les données d'origine sont très difficiles à obtenir en plus, sauf éventuellement toutes celles qui concernent le génome. Parce qu'on ne savait pas étudier les acides nucléiques, le génome à l'époque de la grippe espagnole. Maintenant, on sait, et on sait le faire sur des cadavres, par exemple. Donc, on est capable d'aller voir s'il y a des atteintes qu'on peut repérer, et du coup, essayer de comprendre à partir de là, de remonter un peu le fil de certaines histoires. Bon, pour ce qui concerne la grippe espagnole, ce qui nous aide le plus aujourd'hui, c'est que l'épidémiologie qui, à l'époque, était simplement une épidémiologie de recueil d'informations, aujourd'hui, c'est une épidémiologie qui se fonde beaucoup sur les statistiques, sur l'analyse des grands nombres et sur les hypothèses que permettent de créer ces analyses de grands nombres. C'est-à-dire que, en gros, on est incapable de dire quel scénario a été précisément celui de la grippe espagnole, mais on peut définir 2, 3 scénarios qui sont les plus vraisemblables et aller rechercher les signes qui permettent de choisir entre l'un ou l'autre des scénarios. Bon, après, évidemment, ça aboutit à des engueulades entre scientifiques qui n'ont pas exactement les mêmes points de vue, mais ça, c'est normal, c'est ce qui fait avancer la science. Mais tout ça appuyé sur des techniques qui existent maintenant, qu'on a les ordinateurs, qu'on a les grandes puissances de calcul, qu'on peut regarder une carte. Alors, ça se voit très bien avec les analyses de mortalité. Parce que au début, la grippe espagnole, les épidémiologistes ont compté en millions. Bon. Ils ont compté en millions essentiellement parce qu'ils étaient bloqués sur une géographie qui concernait essentiellement les pays riches et qu'on n'allait pas regarder ailleurs. Ensuite, quand on a commencé à regarder ailleurs, à pouvoir étudier plus largement, on s'est rendu compte qu'il fallait augmenter assez considérablement les chiffres. Et quand on dit aujourd'hui entre 50 et 100 millions, en laissant complètement ouverte cette fourchette absolument considérable, c'est pour donner un ordre de grandeur qui correspond à un pourcentage d'atteinte appliqué aux populations qui existaient dans les différents pays dans lesquels on sait que la grippe espagnole est rentrée. Et on se dit, par exemple, bon, en Russie, où il était impossible à l'époque de faire des statistiques, mais où, en plus, il y a eu une épidémie de typhus très forte qui s'est développée après la grippe espagnole, eh ben, on compte aujourd'hui aux alentours de 2 millions de morts de la grippe espagnole parce qu'on applique les statistiques qui existent dans les pays d'à côté et on se dit il n'y a pas de raison qu'ils aient échappé à ça. Alors Marc, une dernière question. Donc on est un siècle après, on vit aujourd'hui une nouvelle pandémie.
En quoi les sociétés capitalistes d'aujourd'hui sont mieux armées que celles d'il y a un siècle pour y faire face, et en quoi un certain nombre de choses n'ont pas changé? Alors, de façon très claire, ce qui change, on le voit, c'est les moyens techniques, les moyens scientifiques qu'on peut opposer à la pandémie. Euh, Ça accélère assez considérablement les recherches, par exemple, d'un vaccin, d'un traitement. Ça a permis aux chercheurs chinois de connaître le coronavirus en 3 semaines. Bon, il existait sans doute depuis plusieurs mois, mais au moment où ils se sont intéressés à ce qu'il avait dans le ventre, en termes de programme, bah, il leur a fallu quelques semaines pour le révéler. Ça, évidemment, un siècle avant, on ne savait même pas ce qu'il fallait chercher. Donc ça a considérablement changé. En revanche, ce que la société capitaliste développée d'aujourd'hui n'a pas changé, c'est la misère dans des secteurs très vastes de la planète et même à l'intérieur des pays impérialistes, dont des secteurs majoritaires de la population. Et à partir de là, il y a évidemment des politiques, mais ça n'est que des politiques de destruction des services publics, etc. Mais même si les services publics n'étaient pas cassés par la rapacité des capitalistes et qui en veulent toujours plus sur le dos de tout le monde, ça n'empêche que le maintien même de la société de classe, la société d'exploitation, fait qu'il y a des secteurs de la population qui sont très pauvres et qui sont donc des cibles pour des pandémies. Maintenant, on voit aussi quelque chose, c'est qu'on est passé à un monde mondialisé. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, ce qui s'est passé il y a un siècle nous paraît bizarre parce que à l'époque, il y avait des frontières, il y avait très peu de contacts entre les différents pays et ce qui se passait dans un pays n'était pas connu de ce qui se passait dans l'autre. Il n'y avait pas les mêmes partages d'informations d'un pays à l'autre. Bon. Et en même temps, quand on dit ça, on se rend compte des limites d'aujourd'hui. C'est-à-dire que, d'abord, parce que les différents gouvernements ont fait, en gros, la première mesure qu'ils ont prise, c'est de faire remonter les frontières. Ce qui est complètement stupide, mais bon, c'était comme ça, comme si le nuage de Tchernobyl et le nuage de virus allaient s'arrêter aux frontières du pays. Bon, euh, c'est clair que leur politique a été complètement délirante, mais en même temps, on voit au travers de leur manque, de leurs incuries, on voit ce qu'une lutte mondialisée, une lutte commune contre le virus aurait pu apporter. Parce que tous les trous de la raquette dans lesquels il s'est infiltré, c'est des trous qu'on connaissait et qu'on aurait pu régler avec une structure de combat qui aurait été tout de suite celle de l'humanité. Et aujourd'hui, la façon dont les pays impérialistes laissent crever l'Afrique, l'Amérique latine et tout avec leur coronavirus est la démonstration qu'ils ne sont pas capables de le faire. C'est-à-dire pas capables, c'est pas simplement qu'ils ne voudraient pas, parce qu'ils seraient des capitalistes. Non, ils ne peuvent pas parce que leur système crée ce genre de différence et qu'ils ne peuvent pas passer par-dessus. Bien, merci Marc pour Je t'en cet prie. entretien.